bénéfices de la culture sur la citoyenneté et le vivre ensemble. Alors c'est un grand thème. Je ne suis pas sûre qu'en 1 heure nous ayons le temps de l'épuiser, mais en tout cas ce qu'on va essayer de faire, et je crois que c'était l'objectif de ce colloque, c'est-à-dire d'être assez concret et de proposer un partage d'expérience, c'est-à-dire essayer de trouver des arguments, une boîte à outils qui nous seraient nécessaires en ces temps où, en effet, nous martelons tous, chacun à notre place, que la culture est essentielle, mais on se retrouve parfois à court d'arguments pour convaincre ceux qui n'en sont pas persuadés. Donc voilà le but de ces tables rondes, que ce soit celle de ce matin ou de celle de cet après-midi. On va essayer ensemble de trouver ces outils qui nous manquent pour justifier de l'importance de la culture. Je fais un rapide tour de table, je vous présenterai un peu plus en détail au fur et à mesure de cette intervention, mais je voulais souhaiter la bienvenue à Claire Gabiache, à Hortense Archambault et à Guillermo Pisani qui sont avec nous, et commencer moi aussi par une petite histoire. Alors on a eu pas mal d'histoires de notre intervenant précédent, mais je vais quand même en raconter une, et elle est toute petite. On raconte que les jeunes éphèbes qui acceptaient de participer au chœur antique à Athènes étaient relevés de leurs différentes charges, signifiant par là que cette activité représentait, aux yeux des Athéniens en tout cas, un agir civique. Alors qu'est-ce qu'ils jouaient, ces jeunes hommes, dans ces chœurs ? Eh bien, ils jouaient des femmes, parfois des barbares, parfois des esclaves, parfois les trois à la fois. En tout cas, ils jouaient une aliénation transitoire de leur identité. C'est-à-dire qu'ils prenaient corps, ils prenaient dans leur corps une identité qui n'était pas eux. Eh bien, on considérait que cette aliénation participait de l'éducation du bon citoyen. Le théâtre à Athènes était le lieu où on pouvait se permettre de se mettre à la place de l'autre et d'expérimenter cette imagination empathique. Alors j'emploie là le terme de la philosophe Martha Nussbaum, mais je crois que c'est justement cette imagination empathique que l'on va essayer de décrypter ensemble, ou en tout cas de partager ensemble. Alors, je devrais commencer normalement par une définition de la culture, puisque c'est ça qui nous occupe. Je ne vais pas m'y lancer, je vous rassure tout de suite, parce qu'on aurait besoin de 2 jours pour le faire, et je crois qu'on va rentrer dans le concret, et que normalement, ces 5 tables rondes, les 2 d'aujourd'hui et les 3 de demain, vont permettre de définir en creux ce qu'est la culture en 2021. En tout cas, je l'espère, mais je ne me lance pas dans cette définition-là. Je vais peut-être commencer par vous, Hortense Archambault. Bonjour, vous avez co-dirigé le Festival d'Avignon avec Vincent Baudrier de 2004 à 2013. Alors c'était des très belles années. Alors moi, en tant que spectatrice de ces années-là, je vous remercie déjà, je commence par là. Et vous dirigez depuis 2015 la MC 93, la Maison de la Culture de Bobigny. Est-ce que dans votre expérience de programmatrice, alors je dis bien de programmatrice, vous avez pu constater concrètement les bénéfices d'un spectacle sur la façon de considérer le monde ? Est-ce qu'un spectacle peut modifier notre rapport aux autres ? Bonjour, merci de vos remerciements et de votre question qui est peut-être une des questions les plus difficiles, c'est-à-dire finalement quel effet l'art peut faire sur un être humain. Et d'une certaine manière, elle est difficile parce que je pense qu'elle ne peut que s'éprouver et difficilement se dire et se partager. Et peut-être que c'est une des choses dont on a le plus de difficultés en ce moment, c'est-à-dire d'essayer d'être un peu comme des gens qui auraient une foi incroyable dans une puissance essentielle pour nous et peut-être même existentielle, puisqu'on a eu cette chance d'éprouver cet effet de l'art à commencer sur nous-mêmes. Et que je crois que c'est parce qu'on l'a éprouvé qu'on est du coup en capacité de pouvoir y participer et de vouloir à notre tour essayer de faire en sorte que le plus d'autres personnes l'éprouvent. Je crois que c'est ça qui me fait, moi, me réveiller le matin. C'est ça qui me rend une joie immense quand un spectacle m'ébranle, parce que tout à coup, j'ai envie de pouvoir le partager le plus possible avec des spectateurs qui soient à leur tour ébranlés. Et force est de constater que parfois ils le sont et parfois ils ne le sont pas du tout. Et qu'on n'est pas touché, ébranlé par les mêmes choses. Et que peut-être cette idée-là est de plus en plus vraie. C'est-à-dire que le ministre Lang a parlé de Jean Vilar, vous parlez du Festival d'Avignon. Et effectivement, on était dans un contexte après-guerre où Jean Vilar voulait que les grandes œuvres fassent du commun à travers une communion. Tous ensemble face à une œuvre d'art. Et je crois qu'aujourd'hui, la fabrique du commun face à une œuvre d'art, elle n'est pas forcément dans la communion,
mais elle est dans le fait que tout à coup on mesure cette idée assez simple qu'on est tous uniques et que cette unicité de chaque être humain fait de nous des gens respectables et des gens peut-être égaux, et que c'est, en tout cas pour moi, une des choses, des convictions les plus profondes, c'est que face à l'art, nous sommes égaux. Et que peut-être c'est ça qui fait que cette question de l'art, elle est centrale, essentielle dans une société, si on a envie que cette société à laquelle on aspire, en tout cas, soit peut-être plus égalitaire. Alors, nous sommes égaux à partir du moment où les spectateurs franchissent le cap de la salle de spectacle ou du spectacle. Alors, je vais peut-être en venir à vous, Claire Gabiache. Vous travaillez dans l'animation socioculturelle, d'abord dans une structure d'éducation populaire auprès des jeunes, et vous êtes aujourd'hui directrice adjointe de 2 centres sociaux et culturels. Et vous précisez, quand je vous ai demandé en amont de cette rencontre de vous présenter, que chacun des établissements dans lesquels vous avez travaillé était justement doté d'une salle de spectacle. Alors comment ces équipements, ces salles de spectacle vous ont aidé, vous, dans votre travail de médiation culturelle ? Je rebondirai sur ce qui a été dit parce qu'on est égaux face à l'art, au spectacle. Quand on travaille sur des publics précarisés, souvent ils ont une estime d'eux assez basse. La société, la violence institutionnelle qui leur sont renvoyées au quotidien dans leur parcours est extrêmement dure. Et ce que je dis souvent, c'est que quelle est la façon la plus facile de renarciser quelqu'un ? Mettez-lui une scène, mettez-lui des spots et laissez-le s'exprimer dans l'art qu'il peut projeter. Et vous verrez qu'il y aura des choses fabuleuses qui peuvent émerger. Ça paraît simple dit comme ça, mais ce n'est pas tant que ça. À un moment où on a le droit de se dire qu'on crée quelque chose amateur. Voilà, moi, j'insiste vraiment, quand on parle de culture, on a tendance à avoir l'image, désolée, du cultureux au théâtre, à l'expo, avec beaucoup de références, mais la culture, elle est diffuse. Et comme on le dit, c'est souvent ça qu'on oublie. Quand on parle de culture, on a un truc très éloigné, où on voit la programmation d'une élite qui serait pas contente. Mais en fait, la culture, en animatrice socioculturelle, ce que j'entends, c'est repas partagés interculturels, spectacles amateurs, danse, fêtes de quartier. Et c'est là où il y a des choses qui se passent et qui font que faire l'art produit quelque chose dans l'être humain. Et surtout, il n'y a pas que ceux qui passent sur scène, il y a ceux qui organisent, les bénévoles. C'est toujours des moments citoyens, en fait. Il faut les convaincre de passer sur scène ? Non. En fait, c'est très peu. Il y a une sorte de peut-être des fois de petite... peur, voilà, le trac du comédien, ça existe pour tout le monde. Mais en fait, vous allez voir, mettez une scène. Ce qui est drôle, par exemple, dans une fête de quartier, vous allez mettre une scène. Souvent, pendant 1 heure ou 2, elle ne va pas être exploitée parce que le temps qu'on s'installe, il y a forcément des enfants, des jeunes adultes qui vont monter dessus parce que c'est quelque chose qui leur paraît... c'est la scène, quoi. C'est la lumière, c'est qu'est-ce que ça représente. Même si elle est installée dans le quartier, que l'insonorisation n'est pas mise, il y a forcément une rencontre qui se fait. Et c'est bien pour ça que c'est l'alpha et il se passe quelque chose qui est au-delà de la précarité du quotidien de la vie de quartier. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi une façon de reprendre la parole, peut-être pour des gens qui se sentent mal entendus ou peu entendus, monter sur une scène, c'est parler devant des gens ? Je pense que c'est même plus diffus que ça. C'est qu'en fait... En pédagogie sociale, on dit qu'on doit être toujours au même endroit à la même heure pour montrer aux gens qu'on est solide face à eux par rapport à tous les gens qui les ont abandonnés, c'est-à-dire l'État, parfois leur propre famille. Et en fait, les événements culturels sont, en tout cas dans certains quartiers, dans certains lieux, des rencontres qui sont inscrites et où s'autorisent à s'aider du quotidien. La fête de quartier, la fête de la musique, ils vont y descendre. C'est-à-dire qu'ils vont sortir de leur quotidien pendant quelques temps et ils vont abandonner la charge mentale qui est la précarité et se dire, en fait, là, j'ai le droit de souffler et d'aller rencontrer mon voisin. Je réagis sur une phrase de tout à l'heure, c'était de dire, la culture, ça permet de sortir autre chose que du quotidien. C'est-à-dire que quand ils se voient, les gens dans les quartiers, souvent, c'est problème de voisinage, c'est le pied d'immeuble avec la mer, pour parler de l'insalubrité ou du bruit, ou alors... Là, il y a un moment où ils ont le droit de complètement s'extraire du quotidien et juste d'écouter un groupe peut-être improbable qu'ils n'auraient pas écouté naturellement. Je vous donne un exemple qui m'a souvent marqué. On a une salle de spectacle où il y a des collectifs de jeunes qui font des groupes de punk rock. En bas d'une cité où le punk rock, c'est vraiment pas la culture tout de suite accueillie.
il y a un groupe, on a une règle, c'est que les habitants qui descendaient avaient le droit d'accéder au spectacle gratuitement, parce que c'est leur quartier, quoi. Donc ils ont le droit d'y accéder gratuitement. Et il y a un enfant, je me rappelle, qui me regarde et qui me dit « Claire, la batterie, ça fait très mal au ventre. » Et là, j'avais compris qu'il n'avait jamais écouté de musique amplifiée. Et depuis, j'ai appris qu'il s'était inscrit au cours de batterie. Ça peut paraître anecdotique et un peu voilà, la gentille animatrice culturelle qui donne un exemple, mais en fait, comme ça, on en a des mille. Et je pense que des spectacles, je pense aux scènes qui sont ouvertes sur la médiation culturelle, il y en a 1000 moments comme ça, où en fait, les choses qui nous paraissent, nous, normales, d'aller dans une salle de spectacle, s'asseoir ici, et ben en fait, renarcissise, redonne de l'espoir et surtout fait sortir du quotidien qui est parfois d'une violence inouïe et surtout dans les périodes de crise. Guillermo Pisani, vous êtes autour de cette table l'artiste, le créateur, mais vous êtes aussi sociologue. Alors vous êtes auteur, metteur en scène, dramaturge et traducteur. J'essaie de donner tous les titres d'un coup. Vous étiez professeur de sociologie à l'Université de Buenos Aires. Est-ce que quand vous créez, quand vous écrivez ou quand vous mettez en scène, vous pensez, vous, au public? Est-ce que vous pensez à la réception que va avoir votre projet sur l'Assemblée qui sera devant vous à ce moment-là? Oui, je pense au public. Alors, dans mon cas, je pense à un public, je pense à la réception. La dramaturgie que je produis réfléchit à la réception. Alors, souvent, c'est à partir d'une question théâtrale. Par exemple, mon dernier spectacle, qui s'appelle « Je suis perdu », est une suite théâtrale sur le thème de l'étranger. Et donc, se décline en 3 pièces courtes, en fait, chacune mettant en scène un étranger non européen. Et la pièce emploie à déjouer systématiquement les attentes, justement, ou les projections qu'on peut faire sur cette personne étrangère. Et c'est là qu'elle agit. Et dans ce sens, effectivement, c'est pas juste montrer une histoire qui est déliée pour cette pièce. Hein, il faut penser à chaque pièce en particulier. Mais cette pièce est un bon exemple de ce type de réflexion-là. C'est pas juste montrer une histoire que le public reçoit en tant que tel, une fiction, c'est aussi jouer avec la réception, les projections, les attentes des spectateurs. C'est une pièce aussi un peu particulière puisqu'elle se passe uniquement en virtuel et que vous l'avez créée via le logiciel Zoom. Alors ça, c'est l'avant-dernière pièce. Non, je vous parlais de la dernière création on a fait une sortie professionnelle au Plateau Sauvage. Ce que j'ai créé juste avant, en fait, c'était imprévu. Et c'est la crise sanitaire qui l'a produite, d'une certaine manière. C'est effectivement, ça s'appelle « Là, tu me vois ». Et c'est une pièce, effectivement, écrite spécifiquement pour le logiciel Zoom. Et là, la réflexion, effectivement, est beaucoup une réflexion sur le public, sur qu'est-ce que c'est que se réunir pour voir une pièce de théâtre, cette idée de l'assemblée théâtrale, et finalement, qu'est-ce que c'est que se rencontrer tout court, en fait. La pièce est née d'une réflexion sur comment continuer de faire du théâtre, et surtout, qu'est-ce que le théâtre finalement? Donc, le théâtre, c'est un acteur, un spectateur au moins, et un texte peut-être. Donc, il y a la question de comment on se rencontre si la rencontre physique est impossible. Au premier confinement, c'était encore plus dur pour tout le monde dans les théâtres, je pense, que la suite, parce qu'on ne pouvait même pas répéter. Et donc, il y avait aussi comment faire ensemble si on n'est pas dans le même lieu. Et cette question, qui était pour moi éminemment théâtrale, était finalement une question qu'on s'est posée tous à ce moment-là. Elle était large, cette question. Elle était sociale, elle était politique, parce que comment on continue de sentir qu'on est lié au destin de son voisin si on ne le voit pas, son voisin. Celui qu'on voit, on le voit sur Internet, il n'est peut-être pas dans le même pays, ou c'est peut-être réduit au travail, à la famille. Donc le politique est un peu évincé de ça. Et donc c'est toutes ces questions-là qui ont nourri une forme finalement qui se présente comme une pièce donc, qui se passe sur Zoom avec les spectateurs qui restent tout le long visibles.
en fait. Et ça ne se passe simultanément sur trois salles de réunion Zoom. En même temps, donc contemporaine, il y a 3 situations qui avancent dans 3 salles différentes et le public les spectateurs peuvent se balader librement entre les 3 salles et ils sont toujours visibles, on joue avec lui. Toute l'idée était de pouvoir contrer cette expérience un peu étrange des expériences de streaming, de théâtre sur streaming, c'est-à-dire qui était une bonne réponse, je pense, au premier confinement. Au moins, on pouvait continuer de voir l'actualité théâtrale. C'était un moyen, mais très limité, de continuer à se réunir, de continuer à rencontrer le public. L'idée était de produire une forme où la rencontre se produisait de cette façon un peu particulière, effectivement, qui est par ordinateur interposé. Et la rencontre a eu lieu ? Absolument, oui. Et il a lieu. C'est différent qu'aller au théâtre, évidemment. D'ailleurs, toutes les réflexions qui ont donné lieu à ce spectacle étaient des réflexions qui venaient du théâtre. Les comédiens qui les font sont des comédiens de théâtre. Ça s'est fait avec la Comédie des Camps et le Studio Théâtre de Vitry, qui sont des lieux de théâtre. Or, je ne sais pas si c'est du théâtre. On prend certainement certaines chose du théâtre qui pour moi était essentielle, la présence non physique pour le cas, mais c'est présent. Et on est visible, comédien et spectateur, sur le même écran. Le présent, c'est-à-dire ça s'est fait en direct. Et aussi quelque chose qui était vraiment très, qui éloigne beaucoup l'expérience du spectateur dans cette expérience de streaming où l'on reste quand même tout seul chez soi devant un ordinateur. C'était l'interaction, le fait que la présence du public modifie les jeux des acteurs, par exemple, parce qu'on les entend. Parce que parfois, il y a des spectateurs qui ont un chien qui aboie au milieu d'un texte. Et pareillement, c'est-à-dire, ce qui fait que chaque soir, comme au théâtre, chaque représentation est unique, en fait. Et je pense qu'on retire à chaque fois, on a cette expérience, les spectateurs, évidemment les spectateurs qui ont fait un parcours intéressant avec cette expérience proposée, ont ce sentiment d'avoir vécu quelque chose d'unique. Alors l'idée de vivre de l'expérience, pour moi, est centrale aussi au théâtre. Et c'est pas donc seulement expecter voir quelque chose qui se passe, c'est expérimenter ensemble quelque chose qui est encore un pont vers le commun, qui est aussi donc très politique en fait. Vous posiez la question qu'est-ce que le théâtre ? Je pense à l'instant à une interview qu'avait donnée Heiner Müller en 1995 où on lui pose cette question, mais alors qu'est-ce que le théâtre ? Et en fait, il veut botter en touche, il veut pas répondre et il finit par dire écoutez, pour répondre à cette question, il faudrait pouvoir fermer tous les théâtres pendant au moins 1 an et puis au bout d'1 an, on verrait ce qui nous a vraiment manqué. Voilà, c'était assez prophétique. Alors, je ne sais pas ce qu'il répondrait aujourd'hui, mais pour revenir sur cette histoire de virtuel, comment, Hortense Archambault, vous avez réagi face à toutes ces propositions qu'on a eues pendant ces différents confinements, sur les captations qui avaient été proposées par les artistes, sur les types de spectacles, en effet, qui soient interactifs ou pas. Est-ce que vous aviez une position sur ce lien au virtuel et est-ce que c'est théâtre, est-ce que c'est pas théâtre ? Je trouve que c'est formidable ce que vous venez de dire d'Heiner Müller, parce que finalement, je crois que c'est ça qu'on est en train de vivre, en fait. C'est-à-dire cette espèce d'absence, et du coup, de penser de cette absence, et de finalement réfléchir à la définition de qu'est-ce qui nous manque, Et puis, d'une certaine manière, c'est intéressant, parce que finalement, cette absence de culture fait qu'on en parle beaucoup. Et que du coup, y a des choses qui se disent, qui n'étaient pas audibles avant. Donc, pour être positif dans ce qui est en train de nous arriver. Je pense que c'est assez difficile de mesurer cette absence. Pour moi, c'est un peu la même chose. En fait, l'absence de théâtre, c'est un peu la même chose que l'absence de possibilité de rencontrer quelqu'un que je ne connais pas. Et en fait, la crise sanitaire fait que depuis 1 an, on ne rencontre personne qu'on ne connaît pas. On ne rencontre que des gens qu'on connaît déjà. Et donc, cette espèce de curiosité, d'inconnu, de possibilité de nouer une relation avec quelqu'un qui va nous amener un univers, un paysage, un monde qui n'est pas celui qui est le nôtre. Je crois que c'est ça qui est très, très difficile à traverser. Et en même temps, on s'en rend compte de cette nécessité qu'on a
pour être, me semble-t-il, stimulé intellectuellement, physiquement, dans notre imaginaire, de pouvoir construire des relations avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'ils soient de l'ordre de la fiction ou dans la vie réelle. Sur le numérique, alors moi j'ai beaucoup de mal à voir des captations, alors que mon métier normalement devrait faire en sorte que je fasse ça, mais j'ai vraiment du mal, et je pense que j'ai encore plus de mal 1 an après, même si j'ai essayé d'en voir beaucoup. Et quand je dis ça, je pense que c'était aussi formidable de pouvoir, comme le dit Guillermo, expérimenter des choses nouvelles et aussi montrer un peu une histoire du théâtre, parce que le théâtre et la danse, c'est compliqué cette question de l'histoire du théâtre finalement. Moi j'aime bien le fait qu'on me raconte des spectacles mythiques que j'ai pas vus et que j'aurais jamais la possibilité de voir, et en vieillissant je peux à mon tour raconter des spectacles mythiques à des jeunes générations qui n'auront jamais eu la possibilité de le voir. Donc cette transmission-là, elle se fait différemment. Il n'empêche qu'à un moment donné, il faut bien qu'on constate que, notamment parce que parfois il y a des problèmes de distance géographique, le numérique permet de pouvoir justement toucher des gens qui n'ont pas de théâtre à côté de chez eux. Donc moi je pense que ça ne peut pas être une solution. Il faut des théâtres partout. Mais qu'en même temps, il y a cette expérience du numérique. Il me semble qu'il faut... Et je crois qu'il y a des choses qui ont été faites là-dessus, réfléchir à comment on filme le théâtre. Et finalement, j'ai l'impression qu'il faudrait faire quelque chose qui soit ni du cinéma, ni de la télé, ni du théâtre, mais une nouvelle forme, et ça re-questionne la capacité formelle d'invention des artistes, de pouvoir inventer quelque chose qui rende compte de ce que c'est que le théâtre à travers le média de la télévision. Il me semble qu'on est dans un champ qui est très ouvert. J'ai eu la chance de pouvoir essayer de participer à la MC 93 à des expériences. On verra bien ce qu'elles donnent, parce que là, on est en montage et tout ça, de savoir si quelque chose du théâtre passe à travers le média de l'écran. Ce qui manquera toujours, c'est la communauté. Hein. On le disait, le théâtre, Théâtrone, c'est quand même ceux qui regardent. Donc c'est ce groupe de personnes qui va regarder ensemble, en même temps, la même chose. Et vous le disiez en introduction, qui ne vont pas tous réagir de la même façon. On a tous eu l'expérience au théâtre, dans un concert, d'être à côté de nos voisins qui vivent très intensément un spectacle que l'on trouve absolument ennuyeux, ou l'inverse. Et il y a cette confrontation avec l'émotion de l'autre. Et ça fait partie de ce bénéfice, justement, de la culture et de ce devenir citoyen. Comment, Claire, dans ces moments de confinement, vous pouvez transmettre justement ces expériences artistiques avec les bénéficiaires de vos centres ? Alors désolé, nous on n'a pas été très bons. On n'a pas essayé de l'être, je crois aussi. Pour une raison, c'est que c'est pas notre métier de filmer. Enfin aussi, c'est d'un seul coup, tout le monde s'est rendu compte que les métiers du numérique, c'était des vrais métiers. Ce qu'on demande souvent aux structures comme les nôtres de faire un peu, vous voyez, il faut être présent sur Facebook, sur Insta, mais en fait c'est un vrai métier de créer du contenu. Je pense que c'est quelque chose qu'on a complètement rendu invisible sur les métiers nécessaires pour certains lieux. Nous, les rencontres, honnêtement, on a eu la chance que, à l'heure actuelle, je travaille dans un centre social, et donc les actions de soutien à la parentalité sont autorisées. Et donc on a fait des mini-formes avec 2 artistes. On l'a pas réussi à le faire autrement, en fait, parce que y a quelque chose que, quand on parle du théâtre, que moi j'avais ouvert un peu, mais si on revient sur le théâtre, pour moi, il y a un truc, c'est que me disent souvent les jeunes, c'est les bords plateaux, en fait. Des fois, ils viennent voir des pièces qu'ils n'auront jamais été voir parce qu'ils ont rencontré le comédien la veille, qu'il s'est passé un truc avec ce comédien, je ne sais pas. Ou, je peux donner un exemple ici concret. Les jeunes avaient rencontré les directeurs du Théâtre 14 avant qu'ils s'installent. Ils sont venus à l'inauguration leur dire bonjour et aller à la fête après pour leur rencontrer des artistes. Mais parce qu'en fait, il y avait eu la rencontre. La rencontre, elle avait eu lieu honnêtement dehors quand ils fumaient une clope. Mais parce qu'il y avait eu la rencontre. Et en fait, je pense qu'on peut produire autant de formats qu'on veut. Ça sera les gens qui auront le bagage culturel pour y accéder, mais ça ne sera pas les gens qui auront besoin de la rencontre pour y accéder. Parce que oui, tout le monde a un smartphone, oui, tout le monde a un ordinateur au moment où je parle, mais est-ce que tout le monde a envie d'être pendant 1 heure devant son smartphone chez soi, alors qu'il a une famille nombreuse, qu'il a des tas de tâches qui lui prend le temps, quoi, le cerveau. Je pense qu'il faut faire attention avec ces formes de numérique, parce qu'on oublie que la médiation culturelle, elle est pas sortie de nulle part, en fait. Elle est sortie de la pratique de professionnels qui se sont dit à un moment,
pour retirer cette distance entre vous et cette scène-là, qui est surélevée avec des projecteurs, c'est qu'à un moment, il faut que la personne que je vois, je sache qui c'est. Je l'ai rencontrée, en fait. Je n'ai pas rencontré que son personnage, je l'ai rencontrée elle, et je sais qu'elle a des intentions envers moi qui sont positives. Je pense que ça, on l'oublie souvent, et c'est pour ça que quand quelqu'un monte sur scène, un amateur, vous allez voir, souvent il cherche de regard son père, sa mère, son copain, parce qu'en fait il a juste besoin de se dire il y a quelqu'un de positif qui me regarde, et je pense que ça marche dans les deux sens, parce que les comédiens aussi vivent ces moments-là comme des moments d'alimentation de leur engagement, parce que moi je pense que la culture est un engagement, c'est pas juste un produit comme on essaye de nous le vendre depuis quelque temps, c'est un engagement personnel. Quand on regarde les parcours des gens qui viennent vers ces publics et vers cette médiation, il y a toujours une histoire. On n'est pas là parce qu'on s'est dit que c'était super, qu'il y avait de la lumière, quoi. Est-ce que, je reviens sur le titre de ce colloque, Culture essentielle, est-ce que vous n'avez pas l'impression, j'adresse ma question collectivement, que ce terme essentiel a un petit peu stigmatisé le débat? J'ai l'impression qu'il est devenu compliqué à assumer, puisque certains se revendiquent comme essentiel ou pas. On nous fait des listes de ce qui est essentiel ou pas. Est-ce que pour vous, c'est un terme qui correspond, ne serait-ce qu'à la culture? Est-ce qu'on peut associer culture et essentiel? Est-ce qu'il vous semble pertinent, Guillermo? Oui, je pense que c'est piégé, effectivement, et que Olivier l'avait très bien dit avant, en disant il y a un peu de provocation à dire non, la culture ne sert à rien. La culture ne sert à rien, n'est pas essentielle à la vie. Et donc, là, c'est la première chose qui est tranchée. Effectivement, si on arrête de manger pendant quelques jours, on meurt. Si on arrête d'aller au théâtre, on ne meurt pas. Et si c'est le seul critère pour décider quelle activité est politiquement souhaitable, c'est court, disons. Donc, je pense qu'il faut interroger qu'est-ce qui est essentiel, en fait, et pourquoi. Et donc, voilà, il y a des choses qui se sont dites par rapport, encore une fois, à l'intervenant précédent, par rapport à quel besoin, disons, de culture. Et ce que vous avez dit aussi, de s'arracher un peu au quotidien, s'arracher à la simple reproduction de la vie, cette idée de vie et survie. C'est-à-dire, si on mange et on ne va pas au théâtre, on vit, mais quelle vie a-t-on? Est-ce que c'est une vie à terme, pour une démocratie évoluée, de vivre une vie simplement de besoins basiques satisfaits? Et c'est une question qui est liée aux politiques, c'est-à-dire que si on pense à Hannah Arendt, en fait, justement, faire la politique ou être libre est lié à l'action politique, c'est s'arracher justement à la seule nécessité et avoir le courage justement de se présenter sur une scène publique organisée, ce qui a beaucoup à voir avec le théâtre aussi, pour lier action et parole, non, grosso modo. Et alors, on dirait à ce moment-là que la culture, alors je ne sais pas, je parle en nombre de théâtre, je ne sais pas, la culture, c'est très vaste, hein, mais en tout cas, pour ce qui est mon expérience du théâtre, effectivement, à terme, sans, comment dire, s'arracher à la simple reproduction de la vie, il n'y a pas vie démocratique possible. Oui, c'est-à-dire qu'on a confondu peut-être le terme vital et essentiel quand vous parlez de, en effet, si on ne mange pas, on meurt. Là, on est sur des fonctions vitales. Voilà, et je voudrais, parce que c'est des arguments politiques aussi qu'oppose le gouvernement aux artistes, par exemple, et je pense qu'il y a aussi une distinction à faire, celle-là un peu plus bourdésienne, entre qu'est-ce que... Quand un artiste dit l'art est essentiel, je pense que ça n'a pas la même valeur que quand un ingénieur ou un éboueur dit la culture est essentielle. Pour les cas des artistes, elle est essentielle dans ce premier sens aussi, parce que si on ne travaille pas, on ne mange pas. Enfin, c'est extrême, mais disons qu'on ne peut pas vivre non plus sans travailler. Alors que pour ceux qui ne sont pas dans le champ culturel, la chose ne se présente pas de la même manière. Donc c'est intéressant on ne va pas convaincre, je pense, si on retourne simplement
si on réemploie sans réflexion l'idée d'essentiel qui vient du gouvernement, on ne va pas convaincre les autres parce qu'ils peuvent toujours nous dire ah non, c'est pas, moi je regarde Netflix, ça me suffit largement. Voilà, donc je pense que les débats, il faut les déplacer ailleurs. Hortense ? Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a deux niveaux en fait. Il y a un niveau individuel dont on parlait au départ, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça nous manque, et effectivement, moi j'ai quand même beaucoup de témoignages de spectateurs aussi qui disent que pour eux c'est un vrai problème, vraiment de quelque chose d'assez désespérant à terme de pas pouvoir justement aller au théâtre, aller au spectacle, etc. Et donc c'est très sérieux en fait. C'est pas juste un caprice. On voit, et c'est rassurant aussi de se rendre compte que pour des gens, c'est vraiment essentiel dans leur vie. Mais là où je pense qu'il faut qu'on se place, c'est sur le plan politique. C'est-à-dire, finalement, est-ce que autant on peut imaginer qu'un individu ne vive pas... moi, j'en ai jamais rencontré des gens qui avaient ni culture ni art, même si, soi-disant, des gens très très éloignés. Tout le monde a un poème dans sa poche, son téléphone, tout le monde a un dessin dans son cœur. Enfin, voilà. Donc, je crois que n'importe quel être humain a quand même une relation à l'art ou à la culture. On ferme la parenthèse. Mais disons que sur le plan de la société, il me semble qu'il n'y a pas de société sans culture, en fait. Et de considérer finalement que ce serait possible me semble très grave en fait, parce que c'est dénier un pan extrêmement fort de ce qui fait société et qui serait comme une idée, alors qui va aussi dans une logique de très grande sécurité, de robotisation du monde en fait, qui considérerait qu'il y ait une part d'humanité, me semble-t-il, de la société qui est déniée. Et c'est là où c'est grave dans le discours, et c'est là où, bien sûr, même si on comprend ô combien les difficultés du moment par rapport aux problématiques sanitaires et sociales, qui sont extrêmement violentes, inédites, il me semble que le fait de continuer de militer pour qu'il y ait une réouverture dans des conditions sanitaires possibles des lieux de culture, et une issue qui n'est pas du tout corporatiste, mais qui est une issue politique, de dire on ne peut pas imaginer et penser une société sans des lieux de culture qui en plus sont de plus en plus des lieux citoyens. C'est ça qui est intéressant. C'est finalement l'occupation des théâtres, ça raconte quoi ? Peut-être que ça raconte qu'il y a besoin absolument d'avoir des lieux où on se rencontre alors qu'on ne se connaît pas. Oui, des agoras artistiques. En vous écoutant parler, je me suis demandé si ce qui n'était pas aussi dangereux, c'est cette réduction de la culture à des aspects économiques. Alors, je m'explique. Évidemment que l'économie est importante dans la culture, je ne suis pas en train de dire l'inverse, mais j'ai l'impression que la réponse du politique en ce moment est une réponse uniquement économique. C'est-à-dire, on a octroyé cette année blanche pour les intermittents, par exemple. Donc, pourquoi vous vous permettez de râler alors qu'on vous offre des conditions que n'ont pas tous nos voisins européens ? C'est ce qu'on entend beaucoup chez les... Dans le gouvernement notamment. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette réduction de la question culturelle à une question économique n'est pas dangereuse, ne serait-ce que pour la pensée ? Oui, après j'ai l'impression que c'est pas que la culture en fait. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une société qui se pense d'abord par l'économie. En Europe, pas uniquement en France malheureusement. Et je crois que s'il faut qu'on renverse la table, comme on nous y invitait en introduction de ce débat, c'est de dire ok, c'est ça le problème en fait. Donc essayons de penser une manière. Alors c'est compliqué parce que c'est vertigineux, c'est un peu comme on ouvre une grande boîte, mais je crois que peut-être qu'il faut l'ouvrir et voir finalement comment on peut penser notre société à l'aune de valeurs qui ne soient pas d'abord économiques. Je crois qu'en effet le décalage de regard est là. Oui, Guillermo ? Oui, et d'exigence des résultats. Je pense qu'il faut mener les deux fronts en même temps, c'est-à-dire que c'est pour ça que je pense qu'il faut revendiquer les superflus de la culture. Ça ne sert à rien. Il faut l'affirmer pour garder toute sa liberté aussi et ne pas être soumis à rendre des comptes. On va vous donner,
Je sais que c'est polémique, je sais, mais je pense que les deux choses, il faut les tenir en même temps. Je pense que, parce que l'autre partie est vraie aussi, mais que pour laisser ouverte une marche de liberté, pour alimenter la vie politique, démocratique, pour donner des images de l'impensé, des choses qui sont nouvelles radicalement, et je reprends Arendt encore une fois, c'est là où la parenté avec la politique et la liberté reviennent. Il faut pouvoir revendiquer la liberté absolue et ne pas devoir proposer au pouvoir des arguments d'utilité. Cela dit, l'art est utile aussi, absolument. Et tout ce qui vient d'être dit sur la création des liens, tous les théâtres, les centres dramatiques nationaux, tous les théâtres en France font des actions culturelles indispensables pour la formation des citoyens libres, etc. Et tout ça aussi, je pense qu'il faut le revendiquer. Mais bon, voilà. Je laisse Hortense me contredire. Non, la question de... Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la question de la création. Peut-être qu'elle doit passer par un moment de se penser inutile pour être libre. C'est ça que j'entends. Et peut-être, ça je ne sais pas parce que je ne suis pas artiste, et peut-être que c'est absolument nécessaire. Après, il y a la question de la culture. Et enfin, en France, on a quand même une vraie politique publique de la culture qui fait que finalement il y a des endroits de médiation, de lien, d'animation. Il y a un travail incroyable partenarial avec des structures de plus en plus différentes, et je pense que la crise nous a permis aussi de mieux se parler, de mieux se rencontrer, de mieux s'entraider. Enfin, je crois qu'il y a en Seine-Saint-Denis, il y a des mouvements de solidarité inouïs qui se sont passés parce qu'on se connaissait, parce qu'on avait fait des projets ensemble entre des structures sociales, des structures médicales, des structures culturelles. Donc il y a quelque chose de cette solidarité qui est en œuvre et en marche. Et là, je suis désolée, c'est hyper utile, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, moi, qui me réjouit aussi d'entendre des partenaires du champ social, comme on dit, des associations, des centres sociaux, qui disent on en a marre de l'urgence sanitaire et sociale, on voudrait de l'urgence un peu artistique et culturelle, et ça nous ferait beaucoup de bien. Et nous, ça nous fait beaucoup de bien aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'un et l'autre. C'est-à-dire que, du point de vue d'une pensée d'une société, je suis désolée, la culture, elle est centrale et utile, et qu'elle pourrait être un point de départ d'une construction de la relation entre nous. Mais évidemment, ça nécessite un changement de paradigme. Oui, et j'ai l'impression dans tout ce qu'on est en train de se dire qu'on a également un problème de vocabulaire. J'ai l'impression que les mots n'ont plus le sens qu'ils doivent avoir, et que c'est peut-être ça, dans cette boîte à outils qu'on essaie de construire, qu'il faudrait peut-être remettre en jeu et essayer de trouver les bons mots pour que nos interlocuteurs nous comprennent. Je voulais revenir sur un point, c'est, je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur les réseaux sociaux, il y a depuis quelque temps une blague qui circule sur l'entre-soi, puisque, on l'a dit, Édouard Chapeau l'a dit en introduction, les représentations ne sont ouvertes qu'aux professionnels, depuis le mois de novembre, il me semble maintenant, et ça génère encore cette image, alors déjà que la culture pâtit peut-être d'une image un petit peu comme ça d'entre-soi ou élitiste, alors là, cette façon d'ouvrir les théâtres uniquement aux professionnels devient en tout cas une question ou un enjeu. J'imagine que pour vous, Claire, la question de la culture comme un poids un peu symbolique, un peu lourd, et cet entre-soi, vous la vivez au quotidien ? Je vais vous donner une anecdote. Quand Édouard Chapeau m'a envoyé l'invitation pour venir autour de la table ronde, j'ai dit « Qu'est-ce que j'ai à faire ici ? Je suis face à des cultureux, très brillants. Qu'est-ce que je vais faire par une journaliste de France Culture. Vous êtes sûr que c'est exactement ma place ?» Donc il m'a dit oui, c'est ta place, que c'est ton travail au quotidien. Donc là je me suis dit bon, je peux pas me cacher derrière ce mythe séparation, mais je pense qu'on le vit depuis des années. Vous savez, l'éducation populaire, sociale et la culture. En même temps, je pense que c'est une question politique et que les politiques se sont bien gardés de bien nous cloisonner pour justement réduire la marge d'éducation populaire qu'on pourrait construire en commun. Donc déjà au préalable, c'est ça le sujet. C'est que
il y a une règle, c'est que si on nous sépare, c'est qu'il y a une raison. Parce que ça serait quand même dommage qu'on s'élève mutuellement et qu'on puisse avoir la force de frappe plus importante si les précaires peuvent rester entre eux, si les gens de pouvoir peuvent rester entre eux et qu'à un moment personne ne se rend compte pour permettre d'avoir encore plus de force, ça arrange tout le monde. Ça, j'en suis persuadée. Je pense que c'est une stratégie politique depuis des années. Oui, c'est vécu comme l'étisme. Moi, on le voit bien, ça veut dire quoi aller voir une sortie de résidence moi, je vais pas voir de sortie de résidence. On m'envoie des dossiers. C'est un comédien qui connaît le lieu, qui commence à m'expliquer le projet, pourquoi il l'a construit. Moi, j'ai pas le temps. En termes de temps, j'ai pas le temps de passer. J'ai pas de programmateur de salle. Enfin, déjà, il y a aussi des codes de la programmation qui sont importants. On cherche à réduire les moyens pour que justement ces rencontres ne se fassent pas. Donc, on va avoir le dossier d'envoyer. Souvent, vous allez voir dans certaines villes, par manque de temps, c'est toujours la même asso, la même compagnie qui propose la même chose, mais pas parce que les gens sont dans le copinage, ça c'est ce qu'on veut nous faire croire. Non, c'est parce qu'en fait il faut du temps pour faire de la programmation, savoir ce qu'on peut proposer. Donc ça c'est voilà. J'ai un peu perdu le fil parce que ça m'énerve. C'est un truc qui me révolte parce que je pense que cette volonté de paraître entre cultureux, c'est un problème parisien. Désolée, je pense que c'est la scène parisienne, comme on le disait avant. Il faut partir à Paris. Maintenant que je suis à Sanches-sur-Marne, en plus, moi, ça me fait vraiment un clivage important de comment on vit les choses. Je pense que dans le 93, ça doit être aussi assez présent. Pour avoir grandi à Aubervilliers, je vois bien. On a une volonté de rendre indispensable la structure. Centres sociaux, c'est financé par la CAF. Donc tout de suite, vous dites quelque chose. Vous dites, voilà, c'est une prestation sociale de soutien indispensable à la vie. Quand derrière, vous dites, mais dans cette subvention CAF, je vais faire de la médiation culturelle et je vais faire venir des comédiens que je vais payer un certain prix parce que ça a un prix de se produire, on va vous dire, moi, je préférerais vraiment que vous fassiez des ateliers pâte à modeler ou un atelier avec un intervenant sur la parentalité. Je dis, mais en fait, avec ce spectacle, je vais parler peut-être plus de la parentalité qu'un psychologue qui va venir 1h30 donner la bonne parole. Mais parce que dans la tête, il y a les professionnels du social, les professionnels de la santé. Et ça, c'est partout. Enfin, quand vous arrivez avec une jambe cassée, mais que vous êtes schizophrène aux urgences, on va d'abord vous soigner la jambe cassée ou la schizophrénie. Mais on va pas se dire, peut-être qu'il s'est juste cassé la jambe, pas parce que juste il est schizophrène. Et c'est exactement ça qui se passe. Et c'est ce qu'on nous demande à nous, de bien essayer de pas nous parler, de ne pas nous rencontrer pour bien nous faire sentir moins bien, chacun moins accessible. Donc, même des fois, on instaure une concurrence presque de prestation de services. Si vous voulez votre subvention de l'État, il faut que vous alliez faire de la médiation culturelle au centre social du coin. Du coup, les comédiens débarquent en mode « Bonjour, on voudrait faire de la médiation culturelle ». Ouais, mais votre sujet n'est pas ancré dans la réalité, donc ça serait pas ça. En fait, c'est une volonté. Et pour finir, c'est la question de l'appel à projet, en fait. On a accepté la politique de l'appel à projet où on fait jamais pas de côté, on réfléchit de façon globale au travail ensemble. Et donc oui, la culture est essentielle, mais quand elle est pensée pour les gens, par les gens, et qu'on est dans une sorte de cercle vertueux. Donc oui, si vous faites des appels à projets en disant au fait, vous, la compagnie, là, allez vite aller voir le centre social, tapez pour avoir des partenaires, parce que dans votre statistique, vous aurez votre subvention, donc vous aurez de l'argent pour créer. Et on rentre là-dedans. On a accepté totalement de rentrer dans une politique du projet et du marché. Et donc, si je devais donner, on parlait concret, si je devais demander, arrêtons les financements par projet, financement les projets peut-être plus larges, mais on ne peut pas faire du qualitatif, du quantitatif constamment, parce qu'on retire, alors moi je parle d'éducation populaire, on retire la capacité d'éducation populaire avec les différentes entités. Et c'est voulu, j'en suis persuadée, c'est une stratégie qui est mise en place en partie depuis la décentralisation, qui diffuse comme ça l'idée que chacun bien dans son coin, on fait juste des petites cases pour dire qu'on a travaillé ensemble, mais on ne veut pas qu'on travaille ensemble. Vous imaginez si avec la force de frappe de communication d'un Théâtre 14, demain il y a un groupe de jeunes qui se monte mais qui dit en fait il y a un problème sur la culture dans notre quartier. On donne notre réseau, on vous aide. En plus on vous promeut du matériel et demain on va les interpeller. Mais ça fait peur à tout le monde en fait. Et c'est bien pour ça qu'on essaye de nous expliquer que la culture n'est pas essentielle. Parce qu'on a peur de ce qu'elle provoque. Il faut arrêter d'être dupe là-dessus. Est-ce que vous le ressentez de la même manière, Hortense Archambault, à Bobigny ? Bah oui, c'est ça qui est bien en fait, d'être
dans des endroits où il y a une grande jeunesse et où elle a plein de problèmes, mais elle a aussi beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie de revendiquer. C'est-à-dire quand on donne la parole, ils la prennent et ils expliquent tout à fait bien ce qui est problématique. Je pense que cette question dont on parle là, c'est la question des complicités, des réseaux, des solidarités, de finalement comment on ne peut pas séparer la question de la création qui nécessite d'être libre, protégée, et qui peut aussi être pas dans la réussite, parce qu'il faut pour la création inventer des choses nouvelles et donc risquer des choses. Et puis la question de la médiation qui doit être portée par des gens très différents, mais qui sont forcément multiples. Et quand vous dites de l'entre-soi, moi je pense qu'effectivement il y a quelque chose de très débilitant dans ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement on se montre des choses à nous-mêmes, voilà, entre soi, et qu'à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est que même pour les artistes et pour tous les gens qui ont assisté à ces représentations-là, elles ne sont pas créées. C'est rigolo, c'est-à-dire il y a bien eu un moment, une heure de création avec un spectacle et des spectateurs, mais ça compte pas parce que c'est pas quelque chose de public et que le spectacle doit être public. Et c'est intéressant par rapport à cette question de la définition d'Heiner Müller, c'est-à-dire qu'on revient à nos fondamentaux. Et ces représentations que l'on mène parce qu'on permet ainsi au spectacle d'essayer d'aboutir le plus près possible de la création et peut-être d'avoir une existence après, puisqu'il est un peu vu et peut-être voilà. Voilà, c'est des logiques pas que économiques, c'est vraiment à un moment donné un spectacle, c'est 2-3 ans de la vie de quelqu'un, généralement qu'il a porté, puis après de la vie de plusieurs autres personnes. Donc c'est difficile de renoncer en fait à tout ce travail comme ça. Donc je crois qu'il y a cette nécessité d'essayer que ça existe quand même à un moment donné ou un autre, mais ça ne fonctionne pas. Et une des missions pour la Maison de la Culture que je dirige, c'est vraiment la question de finalement essayer de faire en sorte que les publics soient les plus divers possibles en même temps. Des générations différentes, des gens qui ont une grande connaissance du théâtre, d'autres qui le découvrent pour la première fois, etc. Pourquoi ? C'est à la fois parce que je pense que c'est nos missions citoyennes, c'est-à-dire qu'on est un théâtre de la République qui doit être ouvert au plus grand nombre possible dans un quartier qui est aussi très très métissé. Mais aussi, c'est un problème esthétique. C'est-à-dire que, franchement, les représentations, et les acteurs le disent, quand vous avez un public qui est trop homogène dans la salle, il ne se passe pas grand-chose. Cette espèce de chose un peu magique qu'on a du mal à définir du théâtre, qui est une sorte de représentation de la société pour elle-même, si la société n'est pas là, c'est quand même compliqué. Et donc la question, c'est des missions qui ne sont pas uniquement sociales du tout, c'est des enjeux esthétiques. C'est-à-dire, voilà, posons ça comme des enjeux esthétiques fondamentaux. Et la question se pose aussi sur les distributions sur le plateau. Quand on ne se reconnaît pas, quand on ne peut pas s'identifier parce que les plateaux sont tous les mêmes, ça pose aussi cette question de la représentativité. Est-ce que le théâtre est le lieu de la représentativité globale de la société ou pas ? C'est d'autres questions qu'il faudra lancer. Est-ce qu'on n'est pas à l'heure des questions ? Si, on me fait signe. Est-ce que... Non, je continue ? Bon, très bien. Alors, parfait. Est-ce que vous avez eu l'occasion, Guillermo, de présenter un spectacle devant des professionnels ? Est-ce que vous avez cette sensation, comme disait Hortense, que le spectacle n'est pas bien né à partir du moment où il n'est pas né devant un public ? Oui, comment dire que c'est de l'entre-soi, c'est assez méchant. Personne ne s'est satisfait de ces situations-là. Si on était bien de seulement présenter ça pour des professionnels, on n'aurait plus besoin des publics. Or, c'est la mort du théâtre, évidemment. Oui, donc moi j'ai effectivement fait des présentations professionnelles. Alors c'était important pour le processus de création, comme un peu l'a dit Hortense. Au moins il y a des premiers témoins. Ça a la valeur un peu d'avant-première ou quelque chose comme ça, où l'on fait justement l'effort de création parce qu'il va y avoir des gens et on ne sera pas que en situation de répétition. Mais évidemment, tout ça, c'est dans une attente suspendue du vrai moment où on pourra rencontrer le public. C'est là que le théâtre a lieu, absolument.
J'ai aussi été spectateur des sorties professionnelles et c'est la même chose. C'est-à-dire on est content de voir une équipe, on n'est pas content et on ne se sent pas privilégié de faire ça. On sent qu'on fait ça entre-temps. En attendant les bons moments. Nous, on a eu l'expérience assez extraordinaire avec ma compagnie, avec ce spectacle sur Internet, d'avoir pu continuer à rencontrer le public. C'est très paradoxal, parce qu'on a eu vraiment une création avec du public qui était là. Comme Heiner Müller, non? C'est-à-dire, vu la situation générale, on apprécie à quel point c'est indispensable, formidable, on est ému à chaque fois qu'il y a le public là. Et pour vous dire, dans cette forme qu'on a fait sur Internet, il y a un moment d'accueil par les gens du théâtre, il y a un foyer. Dans les différentes salles qu'on invente sur Zoom, il y a un foyer où le public attend et discute entre eux avant le début du spectacle. Et à la fin du spectacle, il n'y a pas beaucoup d'applaudissements. On ne demande pas parce que c'est très mauvais sur Zoom. Les applaudissements, c'est très nul. On fait un peu comme ça et très vite on dit écoutez, merci, on laisse ouvert des salles de réunion et si vous voulez traîner, vous traînez. Et nous, on traîne aussi, l'équipe, les comédiens sont là. Et généralement, le spectacle, il y a 1 heure de plus après le spectacle où une assez grande partie du public reste, se voit par petits groupes pour discuter entre eux, au plus souvent se rencontre autour d'un comédien pour échanger. Alors, au début, c'était indispensable parce que là, comme la pièce est faite sur 3 salles différentes, on ne voit jamais qu'un tiers du spectacle. Et donc, on s'est dit, si on ne laisse pas la possibilité après de parler un peu pour continuer de créer le spectacle dans la tête des spectateurs, c'est très, très frustrant. Et puis, tout de suite, ça nous a connecté avec à quel point c'est indispensable ces moments d'après. Ça fait partie de l'assemblée théâtrale, ça fait partie de l'expérience théâtrale. Voilà. Oui, les moments de sociabilité, c'est ce qui manque beaucoup. Quand on parle justement avec ces spectateurs de théâtre privés de spectacles vivants, ils parlent d'abord du moment de sociabilité, de l'échange justement avec ce voisin qui a ressenti différemment. Et c'est de cette parole-là que naît peut-être justement une notion de la citoyenneté qui s'élargit. Je pensais à ce que vous disiez il y a quelques jours, il y a eu le Cabaret de Curiosité, qui est ce festival organisé à Valenciennes, notamment par Romaric Dorier, qui parlera, je crois, demain sur une table ronde, et un spectacle dans lequel jouait l'acteur Laurent Sauvage. On était donc évidemment que des professionnels et de la presse en face de lui, et il a eu cette phrase juste pour commencer le spectacle en disant « Bon, c'est un public de professionnels, mais vous êtes aussi des êtres humains, alors là, on va faire comme si, en fait, c'était un public d'êtres humains. » Et ça disait tout ce besoin justement que vous rappeliez pour les acteurs et puis pour toutes les compagnies qui se produisent, d'être en face justement d'êtres humains et pas juste de casquettes de professionnels. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voulais ajouter que c'est ces rencontres avant, pendant et après qui font que c'est une expérience, c'est pas une consommation culturelle. C'est ça qui me gênait beaucoup sur la question du streaming, où on se place, malgré tout le monde, malgré les gens qui le font, les artistes, etc., dans une position plutôt de consommation. On est devant une œuvre, on est informé sur l'œuvre, on a vécu quelque chose chez soi peut-être, et puis c'est fini. Et donc ça ne diffère pas trop, dans mon sens, de la consommation d'un produit culturel sur Internet, comme une série ou quelque chose comme ça. Or, le théâtre n'est pas ça. Le théâtre, c'est fait effectivement sur... Et c'est tous ces échanges, les rencontres avec des gens qui ne se connaissaient pas avant, mais aussi avec ceux qu'on connaissait d'avant, qui font qu'on construit finalement ce qui s'est passé comme une expérience vécue ensemble. Parmi les contre-arguments qu'on entend sur cette notion de culture essentielle, on m'a beaucoup rétorqué que on parle de théâtre, on parle de théâtre contemporain ou de danse contemporaine, mais que ces spectacles de théâtre ou de danse ne sont fréquentés que par, alors j'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est 2% de la population française. Enfin quelque chose d'assez, une part un peu plus. Bon. Mais c'est une part assez congrue et l'argument étant de dire, bon, vous faites beaucoup de bruit, mais finalement, pour qui ça s'adresse ? J'ai introduit ce contre-argument juste pour vous demander, à la place où vous êtes chacun, comment vous faites
pour accueillir ce fameux non-public, ce qu'on peut appeler le non-public, c'est pas un très joli terme, mais en tout cas un public éloigné de la culture ou qui n'aurait juste pas idée de venir et de franchir la porte de vos établissements pour voir un spectacle? Est-ce qu'il y a des mesures que vous avez mises en place qui fonctionnent et est-ce que vous avez au fur et à mesure de vos programmations ou de vos activités, des gens qui n'étaient jamais rentrés dans une salle de théâtre et qui y sont et qui s'y sont trouvés bien? Oui, Claire, allez-y. Déjà, ça me réénerve. J'ai tendance à être énervée. Désolée, c'est mon pardon. petit côté. En fait, d'accepter de parler du public comme ça, c'est déjà accepter. On a la bataille culturelle des mots à mener, en fait. Quand on parle de culture et qu'on parle des 2% qui accèdent au théâtre, mais en fait, ça veut dire qu'il y a d'autres moments de culture. J'en suis persuadée. Il y a des moments de théâtre de rue, il y a des moments de fête de la musique. Je sais que je le donne comme exemple, mais je trouve que c'est un exemple que tout le monde se voit bien, où en fait, c'est un moment où on voit une guitare jouer, même si elle est mauvaise et faux, avec une reprise de Nirvana, c'est pas grave, c'est un moment de culture. Oui, hors de l'institution. Voilà, lors de l'institution. On voit bien, oui, le public va pas venir naturellement dans un théâtre, mais parce qu'il y a des barrières intellectuelle forte, la ghettoisation de certains quartiers fait que c'est pas parce que c'est en bas de la tour que les gens y vont. Des fois, on va même mettre des bus qui vont du métro au théâtre pour surtout que les gens rencontrent pas les sauvages du coin. Enfin, je suis désolée, des fois, c'est carrément visualisé comme ça. J'ai un exemple concret de théâtre quand je dis ça. Mais en fait, oui, les gens vont aller vers la culture autrement. Comment ? Déjà, il y a un public qui est très captif, qu'il faut jamais oublier, c'est les scolaires. C'est aussi pour ça que les compagnies de théâtre, presque tous, ont tout de suite un projet scolaire parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, je donne l'exemple, j'ai fait 6 représentations au mois de novembre contre les violences faites aux femmes avec Tiffany, avec de CP à CM1 pour parler des violences sexuelles. Le truc, je me suis dit, je vais me casser la figure, ça va être horrible, je vais avoir des parents qui vont venir faire une manifestation devant le centre, ça va être affreux. Et en fait, les enfants ont découvert des artistes de Disney revisités avec un langage qui explique qu'en fait, Blanche-Neige, elle était bien sympa de faire le ménage quand même. Et en fait, ces enfants ont amené leurs parents à la représentation du soir. Donc en fait, c'est pas vrai. Ce public n'est pas indéniablement pas régulier. Déjà, financièrement, ils ont peut-être pas les moyens. C'est un truc qu'on oublie souvent. C'est pas en baissant le prix qu'on fait venir les gens. C'est Par moi, je suis contre la place symbolique d'1 euro. Je pense que c'est juste infantilisant et insultant pour la personne. Il faudrait qu'on donne de la responsabilité par l'argent. Moi, je dis souvent, s'il me donne un coup de main pour ranger la salle à la fin, je préfère qu'il m'aide sur ce moment de rencontre plutôt qu'il me donne 1 euro et je lui dise, tiens, pauvre, donne-moi 1 euro et montre-moi que tu es engagé. Non, en fait, c'est pas comme ça. Donc, les nouvelles méthodes, c'est d'associer les gens au début, au milieu, au commencement et à la fin, et qu'il y ait des rencontres. Toucher le public jeune parce qu'il est là, en fait, il est captif et on peut l'utiliser. Mais en fait, il va parler à ses parents et surtout réfléchir à qu'est-ce qu'on programme et où on met la culture. Moi, je suis désolée, en centre social, on adore les repas interculturels. Souvent, ça fait monter en l'air les gens en disant « Ah ouais, super, vous faites faire le repas africain, la maman africaine. » Mais en fait, il se passe d'autres choses autour. Il se passe de la discussion du poète qu'elle adorait au fond de son cœur, qu'elle a entendu parler de son père, la culture des griots, qu'elle l'échange. Mais parce qu'on lui dit qu'en fait, ce n'est pas une sous-culture. C'est aussi ça le problème. C'est quand les gens vous posent cette question-là, moi, ça m'intéresse de savoir comment ils se considèrent eux-mêmes. En général, je pense qu'ils ont un petit ego assez surdimensionné sur ce qu'ils représentent. Redescendons ensuite, réapproprions-nous les mots et laissons pas les gens parler à la place d'eux. Déjà ça, pour moi, c'est indispensable. Voilà, je vais arrêter parce que là, je m'énerve, je le sens. Et je sais que les autres intervenants ont aussi d'autres. Mais merci beaucoup, Hortense. Non, mais Claire, je peux être énervée comme vous, donc ça va, en fait. Donc je pense que d'abord, on a quand même une propension à considérer que personne vient dans les théâtres et on nous a tellement dit qu'on était élitaire et que de toute façon, on concernait très peu de gens et tout ça, qu'on a presque intégré ce discours qui est totalement toxique, quoi. C'est-à-dire, franchement, quand il y a des grands artistes internationaux qui viennent se produire en France, ils disent tous que c'est incroyable le public qu'on a dans nos théâtres.
parce qu'il y a un énorme travail qui est fait d'éducation populaire avec les scolaires et que, bien sûr, c'est quelque chose de minoritaire, mais de toute façon, c'est quelque chose de minoritaire parce que nos salles sont des endroits où on ne peut pas accueillir des millions de gens. Mais au final, on regarde qui va dans les théâtres, etc. Je crois que c'est pas loin des gens qui vont dans des stades, enfin, alors qu'on a des petites jauges. Enfin, donc à un moment donné, cette question du chiffre, elle est totalement toxique, quoi. Donc la question, c'est pas qui vient ou qui n'y vient pas, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se sentent pas autorisés à venir. C'est la seule qui compte, c'est la question des accès. Ça. Sinon, on pourrait aussi décréter le théâtre obligatoire. Voilà, donc vous êtes obligé d'aller 3 fois par an au théâtre, sinon vous n'avez pas votre. Enfin bon, ça serait débile hein, en même temps, mais peut-être ça marcherait aussi. Hein, donc j'en sais rien. Mais à partir du moment où on essaye d'être dans une logique démocratique où on fait confiance aux gens pour savoir ce qu'ils ont besoin pour eux, eh ben, je pense qu'il faut juste se poser les questions qui sont les bonnes, c'est-à-dire les questions d'accès. Et il y a des problèmes qui sont hyper pratiques, le prix, le fait de garder ses enfants. La question du transport, c'est pas facile de rentrer chez soi. Il y a des zones où c'est pas possible de rentrer chez soi dans des transports publics, donc c'est des vrais soucis, que ça soit dans des grandes villes ou évidemment dans les campagnes. Hein. Enfin voilà, donc c'est questions très pratiques. Et puis il y a une autre question qui sont plus complexes, mais qui sont aussi hyper importantes. C'est pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est pas pour moi. C'est-à-dire pourquoi est-ce que à un certain moment dans l'histoire et dans notre histoire ça change. Mais il y a un groupe social qui s'approprie les lieux culturels. Et en gros, des fois, on peut avoir l'impression que c'est pas pour soi parce que c'est un groupe social qui s'est approprié le lieu culturel. Donc moi, je pense que la mission des responsables de lieux culturels, c'est de faire en sorte que personne ne se l'approprie pour que tout le monde puisse le faire. Voilà. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, c'est pas du tout simple, mais n'empêche que c'est quand même ça la ligne, quoi. Les barrières symboliques, hein, c'est ce dont on parle. En fait, juste une anecdote. J'avais accompagné un groupe de gens qui n'étaient justement jamais allés au théâtre voir un spectacle de danse contemporaine assez hardcore. On avait fait justement exprès de faire ce grand écart-là. Et on avait prévu un petit moment de temps d'échange avant de les accompagner donc, au théâtre pour voilà, essayer de débrancher les peurs qu'il pouvait y avoir, et j'avais été très surprise quand quand on avait eu accès à la parole, où les raisons pour lesquelles ils n'avaient jamais franchi les portes du théâtre, qui étaient pourtant à moins de 50 mètres de chez eux, donc c'était pas une histoire de distance physique, c'était par exemple on ne sait pas comment on doit s'habiller pour rentrer, on n'a pas les codes, j'oserais pas aller demander un billet au guichet parce que je ne sais pas prononcer le nom de la chorégraphe en question, et c'était des raisons absolument pratiques qui semblaient autour de cette table dans un bar, j'allais dire facilement déjouables, avec juste voilà, une prise de parole avant, un accompagnement, parfois d'accompagner une fois quelqu'un au théâtre lui permet de franchir cette barrière symbolique et de voir qu'à l'intérieur, voilà, on va pas le regarder de travers, il va pas se sentir exclu, et que c'est ces barrières symboliques qui sont grandes par le poids, mais finalement petites par l'action qu'on peut avoir dessus, qui peut, j'ai l'impression, changer quand même beaucoup de choses. Mais Guillermo, vous vouliez peut-être réagir sur cet aspect-là ? Non, par rapport à l'argument mal intentionné de dire vous êtes un petit nombre de gens qui font beaucoup de bruit, c'est contre cet argument mal intentionné que je voulais opposer cette distinction entre les revendications au demeurant parfaitement légitimes, sectorielles, de dire notre travail, etc., et qui se lie évidemment avec des luttes plus larges en fait, qui montrent que la culture effectivement est essentielle dans un sens pas seulement essentielle à la vie des artistes, mais essentielle à tout le monde. Et c'est nier par cet argument mal intentionné aussi tous les boulots qu'on fait aussi d'habitude liés à des centres dramatiques nationaux qui ont des missions énormes de démocratisation culturelle, etc. Et penser encore une fois au qualitatif par rapport au quantitatif, comme vous l'avez dit avant, c'est-à-dire que quand par exemple, ma petite compagnie fait un atelier avec des lycéens, des lycées professionnels, un atelier d'écriture, et qu'on arrive à faire, on aborde l'écriture par Discord, par l'application sur Internet, et qu'ils se trouvent en quelques séances à être sur scène, à faire des échanges, des SMS, etc., et que ça du texte pour eux, de l'écriture, on a l'impression d'avoir touché, bon, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 8, mais que c'est ce qu'on a fait là,
comme quand il y a des éducateurs, etc., qui ont la même mission, est qualitativement important. Et voilà. Ça ne se mesure pas par des audiences, des mesures d'audience audimat, quoi. Il ne reste que quelques minutes. Je voulais juste peut-être finir sur un point positif. On en parlait avec Laurent Drano juste avant que le spectacle, enfin la table ronde, pardon, ne commence. On se disait qu'on avait quand même de la chance d'être dans un pays où le maillage territorial des lieux de culture est quand même assez incroyable. Vous parliez des CDN, je crois qu'il y en a à peu près 40. On a 70 scènes nationales. Vous me reprenez si mes chiffres ne sont pas exacts. Et puis des théâtres municipaux, et puis des théâtres privés. Enfin, on a comme ça un maillage. Et là, je ne parle que des théâtres. S'ajoute à ça toutes les salles de musique et autres. On a cette chance incroyable d'avoir un territoire qui est quand même très doté en structure culturelle. Ça devrait être aussi, j'imagine, un argument de poids pour justifier ce côté essentiel de la culture. Je vous vois hocher la tête, Claire. Vous voulez ajouter quelque chose ? En fait, je pense que la politique de l'équipement est en effet importante, mais en fait, le problème, c'est qu'elle a été pensée uniquement comme ça. Mettre un équipement seul n'a aucun sens. De se dire on fait un réseau de scènes nationales, sans l'animer, ça n'a aucun sens et ça ne fonctionne pas ou peu, en tout cas pour le public, pour le rendre essentiel et toucher les publics qui en ont besoin, parce qu'en effet quand on a la ressource d'y aller, on y arrive. Je pense qu'on a, d'ailleurs Jacqueline le disait très bien, on a réfléchi la politique de la culture, mais ça fait quelque temps qu'elle s'essouffle, parce qu'on pense que oui, il y a un équipement, on a mis de l'argent dans un théâtre, ou pas assez d'ailleurs, ou dans une salle polyvalente dans certaines villes plus petites. Mais on n'a vraiment pas réfléchi à la médiation. On compte sur les compagnies qui vont aller à l'intérieur, qui vont l'animer. Mais en fait, je pense qu'il faut toujours quelqu'un qui a une capacité d'être un peu en recul, en fait, et qui anime autrement, et qui n'est pas dans la création, qui n'est pas dans la gestion quotidienne de il va falloir payer l'ouvreuse, gérer le bar, parce que en fait, c'est aussi ça, hein, la responsabilité d'un directeur d'équipement. Il y a aussi des réalités, genre la chaudière, enfin, vous voyez. Parce que ça, on l'oublie, hein, c'est aussi ça, la gestion d'un équipement. On l'a oublié. Et donc oui, on est bien doté, mais quelle maintenance on a donné à ces équipements, je pense que c'est moindre. Et vous voyez, moi je vous donne un exemple du centre social où je suis. J'ai une subvention départementale pour la salle de spectacle. Elle me permettrait pas de la faire vivre à l'année. En fait, je suis obligée de diffuser, de ventiler des subventions, parce qu'en fait, on considère que c'est pas un équipement à part entière, mais qu'elle doit être dans l'animation. Sauf que si on met pas de l'argent, on sait très bien qu'elle ne vivra pas. En fait, il faut un régisseur, c'est des compétences. Et on a tendance à penser que mettre 4 murs, une scène et 2 projos suffisent. Et c'est là où je dis attention, oui, on est bien doté, on a tendance à s'en gargariser, mais n'oublions pas l'animation de ces réseaux. Alors justement, Hortense, vous allez peut-être nous apporter des lumières sur l'animation des réseaux. Oui, enfin, je vais exactement dans le même sens, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même une stagnation des moyens avec de plus en plus d'équipements, donc forcément, ça veut dire une diminution de ces moyens. Et puis, je vais aller aussi dans le sens de ce que disait Claire, c'est-à-dire que une scène nationale toute seule, en fait, elle fait des choses, mais elle ne peut faire des choses que parce qu'elle s'appuie sur un réseau associatif très riche et dense, un réseau d'éducation nationale très riche et dense, etc. Et qu'on n'est pas du tout étanche, et qu'on voit bien que les secteurs de l'université, de la recherche, du social, de l'éducation populaire n'ont pas été prioritaires ces dernières années, depuis plusieurs décennies. Et donc, on est dans une situation où cette question du service public et de comment on pense une société en dehors de l'économie, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça qu'il faut qu'on remette au cœur, et de se dire il faut donner des moyens à des endroits qui sont hyper importants, parce que c'est une sorte d'investissement dans une société future qui sera peut-être plus égalitaire, plus inventive, plus apaisée et capable de se projeter dans l'avenir. Donc je veux dire, moi je trouve ça d'une simplicité vraiment incroyable, et je comprends pas. Pour moi, on ne comprend pas comment ça ne s'est pas déjà fait. Mais ça va peut-être se faire. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Je crois qu'on est arrivé à la fin du temps imparti. Je ne sais pas si Edouard, si on garde un temps de questions, si... Ah, vous m'avez envoyé, pardon.
Alors je vous pose des questions des internautes quand je viens de recevoir. Pensez-vous que l'œuvre en soi peut faire lien entre les gens ? La médiation culturelle n'est-elle pas le vrai pont entre le public et la culture ? Alors je ne sais pas à qui ça s'adresse. Claire, vous avez peut-être une idée de réponse ? Moi, je pense qu'on peut utiliser n'importe quelle œuvre, en fait. Enfin, je suis d'accord, je pense que ça résonne différemment selon... des fois, d'ailleurs, à trop vouloir rentrer dans le thème du truc, c'est justement là où on perd les gens. On va faire un spectacle sur... voilà, le mois de mars, c'est le droit des femmes, mais en fait, c'est peut-être pas avec ce spectacle-là qu'on aurait parlé de droit des femmes, mais peut-être avec une comédienne qui est un peu mise de côté dans la scène, où on voit, mais sans que ce soit frontalement, genre, voici le spectacle pour le droit des femmes. Je pense qu'on fait souvent ces erreurs-là. Je pense que la médiation est l'outil est indispensable, et surtout la personne qui l'anime. Y a pas mal de sociologues sur la question de l'éducation populaire qui montrent qu'en fait, c'est très incarné, en fait. C'est pas vrai que n'importe quel animateur socioculturel peut reprendre tout de suite un projet. C'est le lien qu'il a ancré dans le quartier, le temps, quelle relation il a créé avec ça, qui permet. Donc il faut pas oublier l'individu et le niveau de formation des individus qui font ces médiations culturelles. Voilà, je vous donne un petit exemple, les services civiques utilisés pour le faire, je pense que c'est pas une bonne idée. Ou alors c'est qu'ils sont engagés et accompagnés par quelqu'un. Il faut arrêter de penser que tout le monde peut le faire à partir du moment où il a le bagage culturel pour le faire. Alors la médiation culturelle, oui, il y a quand même des rencontres, j'allais dire, directes entre un spectacle et un spectateur. Ça existe aussi et on en connaît, et ça peut être des grands chocs dans une vie, un spectacle. Moi, je suis toujours très surprise quand on demande aux gens c'est quoi le premier spectacle qui vous a marqué, ou voilà, enfin, je crois qu'on ne sait pas du tout, en fait. C'est très mystérieux. Qu'est-ce qui va toucher quelqu'un ? Et alors, en revanche, je suis absolument convaincue que les œuvres qui ont fait l'objet d'un grand soin, ou que n'importe qui peut voir si une œuvre elle a eu des moyens pour être faite ou pas, et être touché, par exemple, quand on amène une œuvre dite d'élite à un endroit dit populaire. Toutes ces questions-là, elles n'ont finalement pas lieu d'être dans la catégorie de la question de l'œuvre et de la médiation, me semble-t-il. Et pour moi, la médiation, en tout cas, c'est vraiment dans un esprit d'éducation populaire. C'est-à-dire, la médiation, c'est pas expliquer aux gens ce qu'ils doivent comprendre ou savoir de l'œuvre. C'est juste les autoriser à avoir un point de vue qui est le leur, et à considérer vraiment que leur point de vue est juste sur ce qu'ils viennent de voir. Et je crois que ça, on a tous eu à un moment donné besoin de ça. C'est-à-dire, on a tous eu à un moment donné besoin que quelqu'un nous autorise à avoir un point de vue sur une œuvre. Que ce soit un prof, que ce soit un parent, que ce soit un ami, quelqu'un qui dise ce que tu as pensé de ce qu'on a partagé ensemble, que ce soit un tableau, un livre, etc., m'importe. Et je crois que la médiation, profondément, c'est ça, en fait. C'est de retrouver cette question de l'égalité face à l'art. Alors moi, je crois au lien direct avec l'œuvre, et une petite anecdote peut-être pour finir. Je faisais une thèse sur l'efficace des images, et j'étais donc au Festival d'Avignon dans un spectacle de Romeo Castellucci qui commençait par cette scène incroyable où une dizaine de femmes arrivaient dans un silence terrible, se tiraient la langue comme ça très doucement, et puis avec une énorme cisaille de jardinier coupaient le bout de la langue tombait sur la scène, et puis la deuxième personne arrivée faisait le même geste, et on avait un chœur de femmes, justement d'une dizaine de femmes avec ces langues qui tombent. Et devant moi, dans cette salle de spectacle à Avignon, il y avait un jeune couple très excité, parce qu'une première de Romeo Castellucci, c'est toujours très excitant. On était tous très contents d'être là. Et visiblement, le garçon avait fait des pieds et des mains pour avoir des places pour ce spectacle, donc il était très content. Et il avait amené sa compagne qui, elle, ne connaissait pas du tout le spectacle, et puis était là pour l'accompagner. Et quand le spectacle commence, elle se retrouve très, très surprise par cette scène qui est quand même d'une violence assez terrible. Et elle lui dit, je l'entendais, elle était devant moi, elle commence à lui dire, je me sens pas bien, c'est pas possible, je peux pas supporter. Et la scène est assez longue, parce que le temps que les 10 personnes arrivent et se coupent la langue et tombent, bon. Et je la voyais devenir quand même de plus en plus verte, ça se voyait physiquement, jusqu'au moment où la scène se termine par un chien qui arrive sur scène et mange les bouts de langue tombés précédemment. Et au moment où le chien arrive et mange ces langues, je vois cette jeune femme prendre son sac à main et vomir dans son sac. Et là, je me suis dit, c'est incroyable. Et pour moi, ça a été vraiment un déclencheur de me dire, ok, le théâtre est efficace au point de générer des réactions physiques violentes, là pour le coup, mais
très concrète, c'est-à-dire qu'un spectacle peut me permettre, enfin, alors d'être pas bien dans ce cas-là, mais je suis sûre que ce jeune couple aura eu des discussions après ce spectacle assez enflammées sur ce moment. Peut-être, Guillermo, vous avez un spectacle, vous, qui vous a marqué particulièrement, ou que la médiation a permis d'accéder. C'est mystérieux, comme a dit Hortense. Je pense que ce qui est important, c'est d'essayer d'aller enfant au théâtre, ça c'est sûr, parce que je pense que ça aide beaucoup à ne pas avoir toutes les inhibitions qui font barrière pour accéder au lieu de spectacle. Donc toute l'éducation, voilà, le public scolaire est important pour tous, pour l'éducation et pour le théâtre également. Non, je voulais dire que la compagnie a fait un spectacle sur Pierre Bourdieu, autour de Pierre Bourdieu, où l'on faisait une pièce de théâtre et puis on essayait d'ouvrir le cadre et de montrer tout ce qui avait amené à faire cette pièce de théâtre qu'on est en train de faire. Les deux choses se font en même temps. Et parmi l'énorme quantité de choses que Bourdieu peut permettre de penser, qui contribuent à l'expérience esthétique, parce que Bourdieu dirait qu'il n'y a rien de naturel et de direct dans l'appréciation d'une œuvre, il y a effectivement l'éducation des parents d'abord, c'est-à-dire l'héritage culturel, et ensuite tous ceux qui ont contribué à former le spectateur en tant que spectateur, donc les éducateurs, absolument tous, les critiques, etc., etc. Et donc non, simplement ça, c'est-à-dire que il n'y a pas d'opposition entre le rapport à l'œuvre et la médiation culturelle. Ça fait partie de. Heureusement qu'il y a la médiation culturelle, c'est une conscience que le rapport à l'œuvre ne va pas de soi, en fait. Et que, voilà. L'exemple que vous donnez est particulier parce que, effectivement, si on voit quelqu'un se couper la langue, on a une réaction mais elle est complètement culturelle, évidemment, mais voilà, c'est pense un peu de façon un peu extrême, disons. Après. Et pourtant, nous savons que le théâtre est l'art du faux. Et cette personne le savait aussi. C'est ça qui est assez fascinant, je trouve, dans le rapport à l'œuvre. Oui, c'est ce que vous disiez en introduction, Olivier Pourriol, qui n'est plus là. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin de notre temps imparti. Je voulais vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette table ronde que j'espère a été intéressante pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup.